Grand merci à toi, Antoine, de m'avoir invité pour ce colloque et aussi à Philippe donc pour cette invitation. Euh, donc, comme vous me l'avez demandé, on va évoquer le parcours que j'ai effectué pour aboutir au jeu de cartes Philo-Défi. Et nous aborderons aussi ce qui concerne la démarche pédagogique. Et bien sûr, toutes les questions seront les bienvenues. Alors, je crois que ce qui est prévu, c'est que je fasse d'abord une petite présentation qui va durer à peu près une demi-heure, voire un peu plus. Et puis après, on aura un temps assez large pour des questions qui émergeraient. Donc, l'intervention s'intitule « De la conception à la concrétisation d'un jeu de société pédagogique pour apprendre la philosophie autrement ». On va bien effectivement évoquer les débuts, la mise en place. C'est un jeu de société puisqu'il a été conçu pour que les élèves jouent en groupe, jouent à plusieurs. Et puis, il s'agit bien d'apprendre la philosophie sérieusement avec un vrai contenu. Alors, on commence de façon, on peut dire, un petit peu ludique avec, vous voyez, le jeu de 7 différences. Alors, peut-être que vous en avez déjà trouvé 2, 3, 4, 5, 6, mais pour vous montrer qu'il est plus stimulant de commencer avec un jeu, même dans un colloque sérieux, on va parler de pédagogie. Donc, vous voyez, au début, si au début du siècle, le professeur était presque toujours devant les élèves, il était sur une estrade, il était en face d'élèves bien alignés. Eh bien, aujourd'hui, on observe, et c'est ainsi, qu'on va favoriser davantage les interactions. On va avoir le professeur plutôt au milieu des élèves, quitte à accepter un peu plus de bruit, je suppose qu'il pouvait y en avoir au début du siècle, lorsque les élèves étaient alignés sur un format plutôt militaire, puisqu'on sait qu'il y a un lien entre l'armée et l'école, en tout cas à leur début. Donc, les temps ont changé. Et puis, j'ajouterais volontiers que les temps continuent de changer. Et c'est en ce sens que l'on va voir dans quelques instants qu'il y a une nécessité d'être attentif aux élèves. Donc, au commencement de tout projet, dont le projet Philo-Défi, il y a l'observation des élèves, observer ce monde qui change, dont ils font partie. Je dois reconnaître que si en début de carrière, je pratiquais un peu le cours magistral, comme beaucoup de mes collègues, comme on l'apprenait à l'époque à l'UFM, même si on disait qu'il fallait un petit peu varier, mais c'était quand même un peu l'élément de base. Rapidement, au fil des ans, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, je dois reconnaître que les élèves ont plus de mal à se concentrer dans la durée, que la lecture n'est pas toujours une chose facile pour beaucoup d'eux, lorsqu'il s'agit de la maîtrise de la langue. Et puis, on trouve aussi des questions liées à la motivation. La motivation, bah, pourquoi est-ce qu'on fait la philosophie? Pourquoi est-ce qu'on va en cours? Des élèves qui se trouvent là sans forcément trop savoir pourquoi. Cela va de pair avec une massification peut-être de la population. Bon. Mais en tout cas, il y a aussi des choses qui émergent, comme le travail en groupe. De plus en plus d'élèves sont en demande et on sent que c'est quelque chose qui est très positif dans l'apprentissage. Et aussi, on est appelé à favoriser la pratique de l'oral. Donc tout cela fait qu'on observe les élèves dans un contexte qui évolue et donc il va falloir s'adapter. Il faut s'adapter, mais il faut aussi être à l'écoute de soi-même. C'est le deuxième point que j'ai voulu évoquer. Lorsque j'ai senti que le contexte changeait, j'ai senti aussi qu'il fallait apporter de nouvelles solutions, en tout cas des solutions, sortir d'une certaine routine. Parce qu'en tant qu'enseignant, on peut quand même éprouver un sentiment d'insatisfaction lorsqu'on observe le décalage entre ce qu'on transmet aux élèves et ce qu'ils sont capables de restituer en cours d'année et pire, à la fin de l'année. Et on retrouve par exemple dans les copies du bac, on pense toujours que nos élèves nos proposés sont meilleurs que ceux des autres collègues, mais en fait non, ils sont tous pareils, ils oublient beaucoup de choses. Et on se demande pourquoi avons-nous étudié autant de textes? Est-ce que quelques citations bien menées, bien maîtrisées, exploitées, ne seraient pas suffisantes? Donc ça, c'est des éléments de réflexion qui ont cheminé et vous verrez qu'ils vont se retrouver après dans le fait de mettre en évidence des notions, des citations philosophiques sur lesquelles on va s'appuyer principalement. Et toujours la question fondamentale, comment faire un bon travail lorsqu'on porte le désir que nos élèves aiment notre matière et se l'approprient. Alors, j'ai eu un événement déclencheur dans ma carrière, Louise Groux, qui était en terminale L à l'époque, donc maintenant c'est une maman, et puis elle a réalisé son projet qui est d'être artiste. Et Louise, déjà en terminale, était une artiste, elle dessinait merveilleusement bien, que ce soit dans les cours de philosophie, de littérature ou de sciences. Et lors de mon cours sur René Descartes, un jour, j'abordais la question des animaux-machines, et Descartes postule que tout le vivant est constitué de tuyaux, de ressorts, de mécanismes. Donc la nature est comme une machine, la théorie des animaux-machines. Et Louise, pendant ce temps, avait dessiné Descartes qui soulevait délicatement la peau d'un cheval, comme s'il soulevait une couverture. Et on voyait donc
révélés par Descartes, donc les mécanismes, les ressorts qui faisaient fonctionner l'animal, le cheval. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable. Si on pouvait avoir une illustration aussi esthétique et aussi parlante pour les grandes notions philosophiques, eh bien, on pourrait faciliter l'apprentissage des élèves et on aurait vraiment un outil remarquable qui n'existait pas encore à ce moment-là. Il n'y a pratiquement aucune illustration des concepts philosophiques. Il y a parfois quelques bandes dessinées, mais c'est très loin de ce que j'avais vu sous la plume de Louise. Donc là, on avait une vraie illustration d'une notion philosophique. Alors, quels sont les principes de base pour cette mise en image des notions philosophiques? Eh bien, je me suis appuyé sur le principe de la carte mentale. Mind mapping, carte heuristique. Il s'agit de rassembler les idées en arborescence. Donc, nous connaissons cela. Mais une carte mentale classique, ça reste encore une carte écrite. On est encore dans ce rapport à l'écriture. Et je tiens à rappeler quand même qu'un grand nombre de nos élèves ne sont plus autant à l'aise qu'on pourrait le croire dans le rapport à l'écriture. Et donc, une carte mentale, si elle était entièrement illustrée, ne représenterait-elle pas une nouveauté intéressante, en tout cas pour explorer l'univers des philosophes? Donc, principe de la carte mentale, mais une carte mentale illustrée. Concernant les principes de base pour aboutir au départ du jeu philo-défi, il y a la fréquentation des philosophes. Il faut quand même reconnaître, donc, avec un peu d'expérience, plus de 20 ans, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu les textes avec les élèves, je les ai lus, relus, illustrés, commentés. J'ai pris des exemples, parfois j'ai fait des schémas. Et tout ça, ça m'a permis d'arriver à la synthèse, je vous montrais tout à l'heure la carte de René Descartes, et cela m'a permis d'arriver à une synthèse où j'arrive à agglutiner, à agglomérer des éléments essentiels sur une image, mais c'est le fruit quand même d'une fréquentation des grands philosophes. Je pense qu'une carte serait difficile à réaliser si on était complètement étranger, si on ne s'était pas un peu frotté dans la durée au texte des auteurs. Donc, c'est le fruit d'un travail à long terme. Alors, le choix des auteurs, eh bien, il est assez simple. C'est les principaux auteurs du programme du bac. Ce sont les auteurs dont on trouve en général de nombreux textes dans les manuels, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que vous allez avoir dans le jeu Feu défi Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud. Bon, des auteurs qui sont des grands classiques incontournables. Et les élèves vont forcément avoir des textes disponibles dans le manuel. Ils pourront trouver facilement sur Internet des références pour compléter les connaissances qu'ils vont acquérir avec le jeu. Alors, tout cela, ça permet de comprendre qu'au départ, effectivement, au commencement, j'ai vraiment pensé le jeu par rapport à mes élèves de terminale, de lycée. Et puis, progressivement, j'ai enrichi la pratique parce que j'ai fait des formations de philosophie pour enfants, par exemple, sous l'égide de Frédéric Plenoir, dans le cadre de Sève, Savoir être et vivre ensemble. J'ai animé des ateliers avec des adultes, avec des personnes à la retraite. Donc, il y a des choses qui ont bougé, mais au départ, c'était vraiment destiné aux élèves de lycée. Toujours dans la mise en image des notions philosophiques. Quelques choix qui ne sont pas dus au hasard. 12 auteurs. Alors, 12 auteurs, parce que 12 auteurs, ça permet un certain nombre de combinaisons. C'est comme les œufs, hein, vendus par douzaine, bah oui, parce qu'on peut faire des groupes de 2, de 3, de 4, de 6. Donc, ça permet un certain nombre de combinaisons intéressantes, que l'on joue au jeu des 7 familles, par exemple, que l'on joue à question pour un champion ou autre. J'ai vraiment remarqué que c'était un nombre vraiment très, non pas simplement symbolique, mais aussi très arrangeant pour organiser des jeux. Et puis, ces 12 philosophes sont suffisants pour parcourir l'essentiel de la philosophie. Ensuite, dans cette mise en image, j'ai posé la question des notions, des citations que j'allais mettre en place pour les auteurs. Donc là, en me renseignant un petit peu auprès de collègues pédagogues, j'ai découvert la notion d'empamnésique. Donc l'empamnésique, vous voyez, c'est en dessous, c'est trop facile, il n'y a pas assez de matière à retenir, et au-dessus, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc les 7 notions, c'est la bonne moyenne, l'empamnésique, pour le cerveau. Et puis par expérience, j'ai remarqué qu'il n'était pas facile d'ailleurs de trouver 7 notions pour chacun des auteurs, donc ça faisait aussi le tri. Hein. Il y a certains auteurs pour lesquels je n'arrivais pas à en trouver plus de 4, plus de 5. Donc 7 auteurs, ça permet de faire le tri entre des auteurs qui ont abordé beaucoup de notions, des notions différentes, qui pourront être exploitées, par exemple, dans le cours sur la technique, sur la religion, sur la nature, sur, que sais-je encore, la conscience, l'inconscient. Donc, on va avoir un champ beaucoup plus large chez certains auteurs, et donc j'ai trouvé plus facilement 7 notions différentes à illustrer. Et puis, un autre point, c'est le dialogue avec le dessinateur. Il ne doit pas être laissé au hasard, et grâce au dialogue avec Olivier Fanière,
et tout un ensemble de points, de détails sur lesquels il a attiré mon attention et que j'ai essayé d'intégrer dans le jeu. Alors, je prends avec vous un exemple parmi d'autres. Olivier, c'est vraiment un professionnel, hein, il travaille sur des jeux de société depuis longtemps, il connaît bien le domaine, et il m'a fait remarquer lorsque j'élaborais les cartes, que ce soit les cartes notions ou les cartes auteurs, vous allez voir dans quelques instants les distinctions, ce serait une bonne idée d'avoir des symboles dans les coins pour que les cartes soient facilement identifiables. Par exemple, pour un auteur comme Descartes, on aura dans le coin un livre ouvert pour symboliser le discours de la méthode. Pour Freud, on aura un chapeau avec une petite queue de diabotin qui sort, bon, pour évoquer l'inconscient. Donc, ça va permettre effectivement de classer les cartes et de repérer, on pourrait dire, une famille. Et je n'avais pas du tout pensé à cela au départ. Et puis, lorsqu'on range le jeu, eh bien, se mettra de rapidement identifier les cartes sans avoir à chaque fois à se redemander de qui s'agit-il. Eh bien, les petits coins nous permettent de vite savoir de qui il s'agit. Alors, un exemple de carte. Donc là, je vous présente la carte de René Descartes. C'est la première carte que j'ai élaborée. Et on pourrait dire que c'est la carte qui s'est faite dans la foulée aussi de ce que j'avais observé avec Louise, de ce que dans la suite j'ai élaboré. Donc, vous avez dans les coins des symboles. Ici, donc, le livre ouvert qui fait référence au discours de la méthode. Donc, toutes les cartes qui sont en référence avec Descartes auront ce symbole dans le coin. Ensuite, il y a un cadre. Le cadre, vous voyez ici, il est marron avec une sorte de gravure. C'est comme si c'était un cadre en bois qui avait une petite frise. Donc ça, c'est pour illustrer une chronologie. Parce qu'en effet, mon souhait, c'est aussi que les élèves puissent resituer les auteurs dans leur période respective. Donc, Socrate, Platon, Aristote, c'est l'Antiquité. On aura un cadre bleu constitué de colonnes de temple pour que les élèves les mettent bien dans la même époque. Ensuite, Descartes et Pascal, on aura ce cadre marron classique pour évoquer le classicisme, justement. Des auteurs comme Rousseau, Kant, Hegel vont être situés dans le 18e, les Lumières, et on a pris le vert qui symbolise l'espérance. On a là aussi un tour qui symbolise, qui illustre des gravures pour montrer que c'est peut-être un cadre en bois, mais avec cette dimension d'espérance. Et puis pour l'époque moderne, 19e, 20e, révolution industrielle, on a pris un cadre qui fait référence aux poutres métalliques de la tour Eiffel. Voilà. Soit elles sont rouges, soit elles sont, ces poutres, soit elles vont être en orangé, donc en rouge pour les philosophes du soupçon, comme Nietzsche, Marx et Freud, en orangé pour Bergson. Mais en tout cas, le cadre rappellera aux élèves ou aux personnes qui utilisent le jeu qu'on est dans une autre période que celle de Descartes, une autre période que celle de Socrate, par exemple. Alors, nous sommes en face de la carte auteur de René Descartes. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet Philo-Défi. Les 12 cartes auteurs, donc comme je disais tout à l'heure, Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Pascal, Kant, Rousseau, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, et Bergson. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet. Et chaque carte raconte une histoire. On va pouvoir d'ailleurs raconter ou explorer avec des élèves, que ce soit d'ailleurs des élèves de petite classe, comme des CP, CE1, CE2 au collège, et bien sûr aussi au lycée. Donc cette carte raconte une histoire. Alors je vais vous faire explorer la carte sur le mode d'un jeu, qui est le jeu de questions-réponses. Ce jeu s'appelle fil d'observation. Alors je vais vous faire un accéléré, mais vous allez vite comprendre le principe. Par exemple, une première question, c'est où se trouvent Descartes dans la carte? Facile, il est au milieu. Que fait-il et de quoi prend-il conscience? Bien, Descartes tient un miroir et il prend conscience de lui-même. Et vous avez compris que peut-être le miroir va illustrer quelque chose, une première notion. Le miroir illustre le cogito. Descartes prend conscience de lui-même. Je pense donc je suis. Deuxième question. Sur quoi Descartes est-il monté? Descartes est monté sur un cheval. Question facile à laquelle peuvent répondre tous les élèves et les adultes aussi, bien sûr. Bon, mais question qui va plus loin, c'est qu'est-ce que cela dit de son rapport avec la nature? Ça veut dire qu'ils sont supérieurs, qu'ils dominent. Et on retrouve une citation de Descartes, l'homme peut devenir comme maître et possesseur de la nature. Deuxième notion cartésienne. Qu'est-ce que l'on peut dire à propos de cette nature? Quelle est la particularité de ce cheval sur lequel il est monté? Bien, c'est un cheval qui ressemble à une machine. Et on repère qu'il y a plusieurs éléments qui possèdent des mécanismes. La chouette est ici, donc le cheval, l'arbre ou encore le pied de Descartes. Qu'est-ce que ça nous dit de la conception du vivant selon Descartes? Descartes pense que le vivant fonctionne comme un mécanisme. Donc, c'est la théorie des nanomachines. Ce sont comme des mécanismes, des machines, des automates perfectionnés. Pour monter sur le cheval, comment faut-il s'y prendre? Eh bien, Descartes va utiliser un escabeau. Il va monter étape par étape. Il va donc être méthodique.
Pour dominer la nature, il faut élaborer, et élaborer la science, pardon, il va falloir utiliser une méthode, et puis, à l'image des animaux dans la fable de La Fontaine, avancer lentement mais sûrement, comme le fait la tortue, qui incarne la persévérance, la rigueur. Donc là, on voit la notion de méthode. Mais pour que tout cela tienne, pour que ce tableau soit stable, à quoi Descartes fait-il appel ou à qui fait-il appel? Eh bien, il fait appel à Dieu, à l'absolu. D'où la citation de Descartes, un athée ne peut pas être géomètre. Qu'est-ce qui m'assure que le monde sera stable si Dieu n'est pas là pour soutenir le tout? Bon, donc le monde est stable, on va pouvoir élaborer la science. Et Descartes précise, vous voyez en haut ces 4 personnages, il précise que le bon sens, la chose du monde la mieux partagée. Des hommes et des femmes de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les époques, se donnent la main. Ils sont donc à égalité. Ils ont donc une sorte de qualité commune, la raison. En effet, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Nous venons de voir 6 notions que je vous ai racontées en accéléré, mais dans une histoire. Et puis donc là, vous avez un arbre, d'accord? Vous avez les racines, la question de Dieu, le tronc, la physique. Et puis 3 branches, sachant que l'arbre va symboliser la philosophie et que c'est, si vous voulez, l'arbre qui symbolise la science la plus complète, la plus intéressante pour Descartes. Donc voilà les grandes lignes et le principe de la carte mentale illustrée. Pour chaque auteur, il y a donc 7 notions associées. Donc là, je vous ai présenté les cartes en recto. Vous trouvez ici le portrait de Descartes au centre et les 7 notions qui lui sont associées. Je pense donc je suis, cogito ergo sum, les hommes machines, la philosophie comme un arbre, un athée ne peut pas être géomètre, la méthode, l'homme maître et possesseur de la nature, et le bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée. Vous remarquez que sur les rectos, il n'y a pas de symbole, on a juste un phi pour la philosophie dans les coins. En fait, les cartes sont vierges, des notions, mais on ne sait pas à qui les attribuer. Ce qui va être très précieux dans la suite du jeu, puisque ça permettra de faire des recherches, des questionnements. Mais bien sûr, vous avez deviné que c'était au verso qu'on allait avoir les symboles qui permettent de savoir que les animaux machines, c'est des cartes. Donc, je passe au verso. Avec le verso, donc on a toujours ici, vous voyez, la reconstitution de la carte mentale illustrée. D'ailleurs, c'est un des jeux, une des activités qui s'appelle la galaxie philosophique. On a la carte qu'on met au centre ici, et puis, vous voyez les références. Le je pense donc je suis, des cartes qui tient un miroir, et là, on a un développement. Dans les coins, vous trouvez le fameux symbole du livre ouvert pour le discours de la méthode. Donc, discours de la méthode qu'on retrouve sur chacune des cartes notions. Ce petit développement, d'ailleurs, est souvent apprécié par les élèves qui préparent le bac parce que ça fait des fiches de révision très utiles. Qu'est-ce que je peux ajouter Oui, j'aurais précisé que peut-être quand on évoquait tout à l'heure le portrait de Descartes, vous avez vu, ce n'est pas un Descartes qui est vieux, c'est un Descartes jeune. Et on verra que c'est un des avantages des dessins d'Olivier Fanière, c'est qu'il nous a présenté les philosophes jeunes. En tout cas, ce n'est pas des anciens, des vieux qui seraient à la fin de leur vie ou que des vieillards, si je puis me permettre. Il nous montre que les philosophes ont été enfants, qu'ils ont existé. Et je pense que c'est un atout pour qu'il y ait une familiarisation avec les philosophes, qu'il n'y ait plus cette distance qui est parfois entretenue dans notre société avec la philosophie. Alors, la pédagogie mise en œuvre. Les objectifs. Il y a 3 grands objectifs. C'est de comprendre, de mémoriser et d'argumenter. C'est ce qui est d'ailleurs écrit sur la boîte Philodéfie. Comprendre. Il s'agit de permettre aux élèves comment les notions s'articulent entre elles. Il s'agit de saisir l'univers du philosophe. Tout à l'heure, vous avez bien compris l'articulation chez Descartes entre le fait que les animaux sont comme des machines, et donc on va pouvoir développer une science pour comprendre comment fonctionnent les machines. Et donc on va maîtriser le mode d'emploi. Donc l'homme est au-dessus de la nature. Donc tout ça, ça se tient, ça forme un univers cohérent. Le fait que Dieu maintienne l'ensemble pour pas que ça s'écroule, on voit bien la logique. Les textes qui sont sur les cartes notions, c'est moi-même qui les ai écrits. Donc, c'est écrit par un professeur en exercice qui prépare ses élèves au bac. Et mon but, ce n'est pas de me faire plaisir ou de perdre mes élèves dans des textes qui seraient abscons ou compliqués. Les textes sont destinés à être compris par mes élèves, mais aussi par des collégiens, des lycéens, par des collégiens, voire des enfants plus jeunes, ou des adultes qui vont encadrer les ateliers philo, puisque si j'ai commencé au début à élaborer le philo-défi pour les élèves de lycée, j'ai assez vite ouvert d'autres pistes, avec les philosophies pour enfants, les animateurs d'ateliers philosophie pour enfants, les universités interage, les UIA. Donc, il fait que les textes soient accessibles à tout le monde et qu'il n'y ait pas une terminologie trop complexe. Comprendre. Ensuite, il s'agit aussi de mémoriser. Deuxième point.
On retrouve donc le principe de la carte mentale, mais pour mémoriser, il va falloir multiplier les activités. C'est toujours pareil, le cerveau a besoin de stimulation, donc il ne fera pas sombrer dans la routine. Donc vous allez voir, il y a de nombreux modes de jeu qui sont prévus pour que lorsque le jeu est utilisé dans une classe ou dans une famille, par exemple, on ait en 10 minutes fait un jeu, puis après on peut passer à un autre jeu, et il y a une diversité et une variété. Un troisième point qui est argumenté. Car il s'agit de préparer les élèves à la dissertation. À travers le jeu, ils vont verbaliser les idées, ils vont écouter les idées des autres, ça va les enrichir. Et puis, on prépare aussi le grand oral. Euh, il y aura un jeu notamment, que je pense tout à l'heure, qui s'appelle l'incarnation philosophique. Et il s'agit de se mettre à la place d'un philosophe et de répondre à une question philosophique. Donc l'argumentation est vraiment importante en vue de la dissertation, d'une part, l'exercice écrit, mais aussi en vue du grand oral, tout simplement pour prendre la parole devant les autres et bien agencer ses idées. Bon, mais d'abord, il faut donner envie de découvrir la philosophie, c'est quand même le premier élément. On peut avoir le meilleur support du monde, le meilleur livre ou le meilleur jeu. Si on n'a pas envie de le découvrir, d'ouvrir, de regarder ce qu'il y a dedans, ça ne marchera pas. Et là, je dois reconnaître que l'esthétique est vraiment importante. J'en avais conscience, mais pas au point où c'est important. Des philosophes plutôt jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des beaux portraits, des portraits en tout cas agréables qu'a élaboré Olivier. Socrate aussi a été enfant. Il y a la beauté du dessin, la finition du trait, les couleurs qu'il utilise. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les générations s'y retrouvent. Je n'ai pas eu d'écho négatif sur les philosophes. C'est vrai qu'ils n'ont pas les yeux peut-être toujours là en face de la même grosseur, mais ça, c'est le côté un peu amusant qu'a développé Olivier. Mais à part parfois cette petite différence dans les morphologies au niveau des yeux qui a été évoquée, ils sont très attrayants. Et c'est des cartes qui pèsent à toutes les générations. La qualité de la boîte aussi, avec les couleurs. Donc l'esthétique, ça c'est l'élément qui est vraiment très important. Et puis le jeu. Combien de fois ai-je entendu des personnes qui me disaient ah, on peut jouer faire la philosophie en jouant, je pensais que c'était trop sérieux, que c'était que des livres, des anciens, etc. Ben oui, on peut faire la philosophie en jouant, c'est une bonne nouvelle. Et ça donne envie à des parents, jeunes ou moins jeunes, de plus ou moins éloignés de la philosophie, eh bien, de remettre le pied à l'étrier pour découvrir ou redécouvrir des choses dont ils avaient entendu parler en terminale, mais qui leur semblaient un peu compliquées ou obscures à l'époque. Donc, on peut découvrir en jouant. Il n'y a pas que le livre pour faire de la philosophie. Donc, on va évacuer le stress de l'écriture, le stress du livre avec le jeu, et ça rejoint beaucoup de nos contemporains. Dans la pédagogie mise en œuvre, eh bien, les avantages d'un jeu de cartes, c'est que ça permettra beaucoup de combinaisons, des manipulations qui sont très nombreuses grâce aux cartes, alors qu'un livre est beaucoup plus statique et plus linéaire. Les stimulations seront plus nombreuses et diversifiées. Et puis, on s'appuie sur l'intelligence multiple qu'Howard Gardner a mis en évidence. Alors, je sais qu'il y a des discussions autour de la pertinence de ce terme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un jeu de cartes, comme Philo Défi, mais des jeux de cartes en général, on pourrait dire, du moment où ils sont illustrés, vont faire appel à l'intelligence spatiale avec les images, du moment où il y a une dimension de prise de parole, d'argumentation, l'intelligence verbo-linguistique est sollicitée. La logique, lorsqu'on découvre la cohérence de l'univers d'un auteur, il y a des questions que l'élève recherche, les réponses, eh bien l'esprit logico-mathématique est sollicité. Enfin, le corps, oui, on tient les cartes, on les pose, on observe. Donc le corps est bien impliqué dans l'apprentissage. Alors je reconnais que pour la dimension naturaliste, là, le jeu n'apporte pas forcément grand-chose à cette forme d'intelligence. En revanche, l'intelligence intrapersonnelle est sollicitée, car un grand nombre de jeux peuvent être joués seuls. L'élève a des modes autocorrectifs. On a vu les petits symboles dans les coins des cartes permettent de vérifier si on a les bonnes réponses ou pas. Ensuite, interpersonnel, oui, puisqu'on apprend à jouer avec les autres, il y a bien une mise en route d'une sociabilisation. Et puis, là, je reconnais que pour la musique aussi, à moins qu'on mette de la musique, lorsque l'on joue une partie de Philo Défi, eh bien, l'intelligence musicale et naturaliste sont peu sollicitées. Mais sur les 8 représentés classiquement chez Gardner, il y en a au moins 6 qui sont vraiment exploités. La pédagogie mise en œuvre, les avantages du jeu, eh bien, on va solliciter différentes mémoires. Vous connaissez la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique. La mémoire visuelle, je regarde une image, je la fixe dans mon esprit. Vous avez suivi le début de cette conférence, je suppose que vous avez encore en tête l'image de Descartes. Vous vous souvenez de Descartes, il tenait un miroir. Vous vous souvenez de Descartes, il était monté sur un cheval pour nous rappeler qu'il domine la nature.
Le cheval a été conçu de mécanismes, de ressorts. Vous retrouvez l'image en même temps que je vous la redis, elle est fixée dans votre esprit. Et en dessous, vous vous souvenez, il y avait Dieu qui soutenait l'ensemble de la carte, parce que Dieu soutient le monde selon des cartes. Et les personnages en haut qui se donnaient la main, des hommes, des femmes, parce que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. La carte la carte illustrée, une empreinte mentale, et ça marche vraiment bien. Il y a aussi l'intelligence auditive, puisque là, je vous ai parlé, donc on retient aussi par la parole, on va prendre la parole pour expliquer dans un certain nombre de jeux, donc on va lier le visuel, l'auditif pour la mémorisation. Et puis le kinesthésique, puisque l'on va s'impliquer corporellement dans le jeu. Lorsque les élèves sont fatigués, eh bien, ça arrive qu'ils s'affaissent sur la table et puis ils se mettent en mode veille, voire sommeil. Bon, le rôle du prof, c'est de les réveiller à ce moment-là, mais ils peuvent s'endormir parce qu'un cours magistral, enfin, nous, quand on parle, même quand on leur pose des questions, c'est pas très stimulant pour la plupart des élèves. Là, si vous êtes avec 3 ou 4 camarades à jouer, même si vous êtes fatigué, même si vous avez faim, vous jouer. Donc, votre corps est stimulé et tout l'apprentissage se met vraiment en place positivement. Autre élément qui correspond aux avantages du jeu, c'est la diversification des modes de jeu. Depuis qu'il existe des jeux de cartes, de nombreuses façons de jouer ont été élaborées. Et moi, je me suis inspiré de ce qui existe, de modes de jeu qui sont simples. Des jeux, on peut jouer seul, on peut jouer à plusieurs, en mode collaboratif ou pas. Donc, on aborde la question des avantages du jeu et notamment des modes de jeu. Donc là, on a mis en place avec ce défi un apprentissage progressif. Il y a 3 grands niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, vous voyez, observer, comprendre, mémoriser. On a le jeu de questions-réponses, c'est le jeu fil-observation. On a le galaxie philosophique, c'est on remet les cartes notions autour de la carte auteur pour refaire la carte mentale illustrée. Et puis la réussite cartésienne, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le jeu qui est sur l'application qu'on a développée. C'est le jeu où vous avez étudié plusieurs auteurs, vous mettez la carte auteur devant vous, vous prenez toutes les cartes notions, vous les mélangez, et vous mettez sous le bon auteur les cartes qui lui correspondent. Et à la fin, vous vérifiez si vous êtes tout juste ou pas. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on a un deuxième niveau qui correspond à la mémorisation. Donc là, ça sous-entend qu'on a déjà parcouru le premier niveau. On a question pour un champion. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un jeu qui a été fait à la demande des élèves. C'est qu'ils m'ont dit, monsieur, il n'y aurait pas un jeu plus rapide, plus compétitif. Donc, ils voulaient un jeu où il y ait un élève qui dise, qui a dit, par exemple, Cogito ergo sum, et le premier qui met la main sur des cartes, sur la carte auteur, a gagné. Donc, quand vous avez étudié 2, 3, 4 auteurs, eh bien, vous multipliez les notions de fait, qui est 3, 4 auteurs. Donc, vous allez voir 21 cartes, par exemple, 3 auteurs. Et puis, voilà, le plus rapide gagne la carte qui a été évoquée par le troisième joueur. Donc, les élèves aiment beaucoup ce jeu. Ça fait un peu de bruit, mais ça les stimule vraiment beaucoup. La pêche conceptuelle, c'est l'équivalent du jeu de cette famille. Et le duo gagnant, c'est l'équivalent du KEMS, que vous avez peut-être joué sur la plage quand vous étiez plus jeune, en équipe de 2 équipes de 2. Et lorsqu'on a une famille complète, on fait un petit signe pour que l'autre dise famille complète. Et puis, on a gagné. Donc, c'est des jeux vraiment des mécaniques qui sont très simples. Enfin, un troisième niveau, argumenter. Comprendre, mémoriser, mais argumenter. Notions amoureuses, on va tirer des notions type bac et on va essayer de faire des liens avec les notions des philosophes que l'on aura eu sur un tirage aléatoire. Donc là, il va falloir argumenter et réfléchir. L'incarnation philosophique, c'est le jeu numéro 8, jeu que j'aime beaucoup utiliser avec mes élèves. On prend une question type bac et les élèves doivent choisir un philosophe pour y répondre. Ils se mettent à la place du philosophe avec les 7 notions et essaient de les poser en argumentant, en disant pourquoi, si j'ai des cartes, à la question, par exemple, que peut-on faire de soi, pourquoi je pourrais poser cogito ergo sum, pourquoi je pourrais poser le bon sens, la chose dont on a mieux partagé. Voilà. Et je vais devoir expliquer pourquoi ces cartes pourraient correspondre. Donc, je choisis ce qui correspond. Et puis, la compo de philo, jeu numéro 9, qui est un jeu qui se joue plutôt seul, mais on peut jouer par équipe aussi, hein, où on va tirer un sujet type bac et puis on essaie d'élaborer 3 pistes de réponse avec 3 philosophes notamment. Voilà. Donc, 3 niveaux de jeu, 9 modes de jeu, qui permet d'avoir des jeux variés, des jeux qui sont simples, vous avez compris, donc on les met en œuvre facilement dans une classe. On ne passe pas trop de temps à expliquer de quoi il s'agit. Une fois que les élèves ont joué, ils ont compris, et ça se déroule tout seul. Le développement du jeu. Alors, bien sûr, j'ai fait des cartes tests, on a fait des premiers dessins, on les a améliorés. Donc, des tests auprès d'élèves volontaires, puis de classes de lycée. Alors, j'ai commencé avec mes propres élèves. Et puis, lorsque les jeux du prototype étaient assez bien affinés, eh bien, j'ai testé auprès d'autres groupes. J'ai aussi pu faire des démonstrations auprès de publics variés, que ce soit des enfants, donc des groupes de philo pour enfants, des adultes en activité, des parents,
des retraités, des animateurs d'ateliers philo. Donc, plus on multiplie les démonstrations, mieux c'est, parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut nous avoir échappé, que ce soit un dessin, un petit détail. Bon. Et puis, il s'agit de tirer des leçons de ces expérimentations. Ce n'est pas juste de pouvoir dire à l'éditeur, ben voilà, on a fait ce qu'il faut comme expérimentation. Non, voilà, on les a faites et ça valide quelque chose. Alors là, la chance que j'ai, c'est que c'est mon frère qui a créé la maison d'édition, donc on était dans un rapport très proche et je tirais les leçons d'expérimentation avec lui directement. Donc, par exemple, ça nous a amené à veiller à la quantité de cartes à manipuler. Vous voyez, parce que si on a un jeu, déjà, on a 124 cartes, mais au-delà de certaines quantités, quand il y a trop de cartes, les gens ne s'y retrouvent plus. Donc, c'est là où on s'est dit, il faut mettre des symboles dans les coins, effectivement. Là, c'était sûr qu'il fallait le faire. On s'est dit aussi qu'il fallait peut-être diminuer le nombre de cartes, par exemple, pour les règles du jeu. Au début, on les avait présentées sous forme de cartes de jeu. Elles avaient le même format que les autres cartes. Et on s'est dit, non, il vaut mieux en enlever 9, voire 10, et puis faire une règle de jeu classique sous forme d'un petit livret. Et puis, par rapport aux règles du jeu, on s'est rendu compte, même si les modes de jeu sont simples, que nos contemporains ne prennent pas toujours le temps de lire des règles du jeu. Bon, donc, nous avons élaboré des tutoriels qui sont disponibles sur YouTube et sur le site www.philodéfi.fr. Mais en élaborant les règles du jeu, nous avons eu le souci, nous avons souhaité permettre à toute intelligence de s'y retrouver. Autrement dit, pour chaque mode de jeu, donc vous avez vu, il y en a 9, quand vous ouvrez le livret des règles du jeu, sur la gauche, vous avez une version illustrée avec des symboles. Enfin voilà, on vous montre comment les cartes sont disposées, on va vraiment à l'essentiel. Et puis à droite, vous avez la version classique où on explique de A à Z, de façon écrite et linéaire, la façon de jouer. Donc tout le monde peut s'y retrouver. Vidéo, tutoriel en vidéo, une approche très imagée, mais donc sur un support écrit, et puis un développement complètement classique, linéaire. Donc sur le site, vous pouvez trouver les règles du jeu. Le jeu s'est développé aussi, donc, comme je disais, à travers les expérimentations, à travers la pratique en classe de lycée, dans le cadre d'ateliers philo. Et c'est là où j'ai mis en place les formats A4 personnalisables, ainsi que les posters A3. Alors, les formats A4 à personnaliser, je pense qu'ils arrivent en dessous. Non, ils ne sont pas là. Les formats A4 à personnaliser, ce sont les cartes, mais en noir et blanc. Donc, ça va permettre aux enfants, par exemple, lorsque j'anime un atelier philo, eh bien, qu'ils puissent écrire les mots sur la carte, qu'ils puissent la colorier. Et le gros avantage, c'est qu'ils la rapportent chez eux, qu'ils peuvent expliquer à leurs parents. Par exemple, voilà, aujourd'hui, on a un atelier philo sur René Descartes. Oui, René Descartes, oui, il est sur un cheval, il tient un miroir parce que c'est le cogito, je pense, donc je suis. Et puis Descartes, il pense que les animaux sont comme des machines. Là, tu vois, papa, maman, j'ai fait des rouages, des ressorts, des tuyaux, je les ai coloriés, etc. Et donc l'enfant peut discuter avec ses parents, avec ses amis, avec ses grands-parents en disant, voilà, on nous a dit que les animaux étaient comme des machines, mais je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est vraiment intéressant d'avoir ces supports personnalisables. Alors, j'utilise, comme je viens de l'évoquer, dans les classes d'ateliers philo pour enfants, mais bien sûr, avec mes aides de terminale. Les aides de terminale sont très demandeurs d'avoir les cartes à personnaliser. Lorsque j'ai fait les ateliers à l'université Interage à Poitiers, j'aurais aussi soumis ces cartes à personnaliser et ils étaient très contents de colorier, d'ajouter du vocabulaire et que ce soit leur document. Bien sûr, un support pédagogique, il y a aussi les fameux posters A3. Pourquoi les posters A3? Parce que quand on a un groupe autour de soi, c'est plus facile d'avoir un A3 qu'un A4. Et puis, on voit mieux les détails. Et puis, dans une classe, lorsque vous mettez tous les posters les uns à côté des autres pour reprendre la chronologie des philosophes, ça a de l'allure. Ça prend un petit peu de place. Bien sûr, parce que vous avez 12 posters à 3, mais vous situez vraiment la dimension chronologique. Et j'ai un nombre vraiment non négligeable de lycées qui ont commandé des cartes à personnaliser, mais aussi les posters, même pour décorer leur classe. Alors, les posters, ils sont recto verso. Hein. D'un côté, la carte, le portrait du philosophe, et de l'autre côté, la carte auteur. Et puis, il y a un autre support pédagogique que j'ai développé, que je n'ai pas fait apparaître sur ce document, sont les cartes atelier philo. C'est que pour chaque auteur, j'ai élaboré une carte atelier philo avec 12 pistes de réflexion. Donc, pour Descartes, par exemple, il y aura 12 pistes de réflexion sur le rapport aux animaux, est-ce qu'ils ont une intelligence ou pas, est-ce qu'on peut faire ce que l'on veut avec les animaux, etc. Donc ça, c'est plus pour discuter dans une classe, que ce soit des enfants jeunes, mais aussi avec des lycéens ou des adultes. Il n'y a pas
Il n'y a pas de condition d'âge. Mais en tout cas, initialement, c'était pour les ateliers philo. Donc ça, c'est pour le développement du jeu. Quelques éléments autour du développement et du prolongement du jeu. Alors le jeu, sa conception, ça a pris du temps, hein. Je vous dis, c'est avant 2017. À partir de 2016, j'y réfléchissais, je faisais des croquis, j'essayais de… Bon, on a trouvé le dessinateur en 2018. On a fait les expérimentations, les prototypes, et on a pu commercialiser le jeu en mars 2019. Grâce à mon frère Armand Marciro, un site a été créé, le site www.philodéfi.fr, et un grand nombre de ventes ont été faites via le site. Mais j'avais contacté aussi un certain nombre de libraires, donc libraires partenaires, qui acceptaient le jeu en dépôt, parce qu'au début, ben voilà, ils acceptaient de le prendre en dépôt, ce qui nous permettait d'accorder une remise un peu moins importante, mais pour lancer le jeu et pouvoir financer en auto-édition. J'ai aussi mon frère Jacques Aurélien qui nous a aidés pour le lancement du projet et puis tout le soutien logistique. En septembre 2020, nous avons pu faire un partenariat avec un distributeur national d'Audin qui permet au jeu d'être présent partout en France, dans toutes les librairies, on peut commander le jeu. Alors, ce n'est pas pour autant que les libraires en parlent ou connaissent, parce qu'il faut quand même que parfois, soit ils ont été avertis par les commerciaux ou par des communications diverses et variées, mais en tout cas, on peut se procurer partout en France. En mars 2021, nous avons créé l'application Philodéfi qui s'appuie sur le jeu, donc sur le jeu, pardon, de la réussite cartésienne. Et à ce jour, on a plus de 4000 téléchargements de l'application. En novembre 2021, donc il y a quelques mois, est arrivée la troisième édition. Parce que la première, c'était 1000 exemplaires. La deuxième, c'était 3000. Et donc, là, la troisième édition, c'est 3000 exemplaires. Troisième édition, parce qu'il y a des nouveautés, à savoir les cartes philo les cartes ateliers philo, et puis les cartes de petits jeux basiques pour les plus jeunes, pour les enfants. En tout cas, à ce jour, il y a près de 4000 jeux qui ont été vendus et une version Philodéfi Lettres est en cours d'élaboration. L'idée étant d'avoir un écosystème où toutes les cartes sont compatibles avec le même dessinateur, les mêmes types de symboles dans les cartes, le même format de cartes, et que les élèves, lorsqu'ils sont par exemple en terminale, au lycée, puissent se dire, ben voilà, j'ai des sujets de dissertation à traiter ou je vais réfléchir sur une question, mais je peux m'appuyer sur des références littéraires comme des références philosophiques. Et puis par la suite, nous espérons aussi faire une version Philodéfi Histoire, car des grandes figures comme Jules César, comme De Gaulle, comme Napoléon, etc., ont certainement des choses à nous apporter, en tout cas dans l'éclairage de questions qui peuvent être des questions philosophiques. Donc, une version Philodéfi Lettres qui est en cours d'élaboration et qui avance bien. Donc là, sous l'égide de mon épouse, Bénédicte Marcier. Alors, l'application Philodéfi. Pourquoi avons-nous lancé une application? Le but, c'est de faire connaître largement la pédagogie Philodéfi, parce qu'on peut accéder à l'application partout dans le monde. Elle est accessible sur Android, sur Apple. Et puis, c'est une vitrine, c'est vraiment une visibilité pour le projet Philodéfi. Donc ça nous a été très utile. Et puis, c'est aussi, par exemple, ça nous donne une porte d'entrée pour des événements comme Ludovia, par exemple. En période de Covid, ça permet de faciliter les révisions pour le bac philo. Parce que eh bien, toutes les cartes, auteurs, les notions, les contenus étaient accessibles pour tous les élèves. Ça a été un peu chahuté avec les cours en distanciel, les cours qui étaient annulés. Donc, on s'est dit que c'était aussi l'occasion de permettre aux élèves de se réconcilier avec la philosophie ou d'avoir un outil qui leur permettait de réussir dans de meilleures conditions. L'application, elle est gratuite et sans publicité. Il y a déjà un constat tout simple, hein, c'est que les étudiants sont habitués à la gratuité des applications, donc c'est quand même un peu difficile en réalité de mettre une application payante. Et puis, c'est un outil qui, moi, m'a permis de voir si une application pouvait vraiment apporter un plus à ce projet et à l'apprentissage de la philosophie. Et la réponse est vraiment oui. Alors, il faut pas abuser des bonnes choses, il faut savoir le faire de façon modérée, mais j'ai vraiment vu qu'en mettant régulièrement les élèves en, en situation d'utiliser l'application, eh bien, il y a une stimulation, il y a un effet d'entraînement. Après, ils l'utilisent en dehors. Et des élèves qui pouvaient être un peu en difficulté sur un apprentissage classique des notions, eh bien, via l'application, prenaient confiance en eux
et d'une certaine manière, ils allaient challenger, si je puis me permettre, des bons élèves classiques, mais eux, ces élèves avaient compris les citations, ils étaient de bons philosophes et ils prenaient confiance en eux. Et donc là, pour moi, il y a vraiment une découverte, comme quoi, eh bien, une application peut permettre effectivement de bien compléter un cours de philosophie. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on a vraiment plus de 3500, 4000 téléchargements, aussi bien sur Android que sur Apple. Donc quelques voilà, visuels. Donc là, vous avez la page de, enfin la page de garde, on pourrait dire le visuel de garde, la bibliothèque, où on va retrouver eh bien, ici les citations et à chaque fois le développement avec, vous voyez, l'image. Vous allez aussi retrouver les cartes auteurs qui sont recto verso, et puis le mode jeu. Vous avez une carte qui arrive au centre, donc c'est complètement aléatoire. Vous pouvez choisir de jouer avec 2, 4, 6 ou 8 philosophes. Et après, il faut attribuer cette carte au philosophe concerné. Si l'attribution est bonne, vous avez une petite couleur verte qui apparaît. Si c'est rouge, c'est qu'il y a une erreur. Et puis à la fin, vous avez le pourcentage, combien de cartes ont été bien attribuées, combien d'erreurs. Et vous pouvez retrouver les cartes pour lesquelles il y a une erreur, vous avez la correction. Donc un outil qui est vraiment qui fonctionne bien et qu'il ne faut pas hésiter à recommander puisqu'il est gratuit et sans publicité. Alors pour terminer, c'est une aventure collective. Créer un jeu ne se fait pas seul, il faut être bien entouré, ça j'en ai bien pris conscience dès le début. Donc j'ai plusieurs merci à dire parce que ça fait partie de cette conception jusqu'à la réalisation. Bien Armand, Bénédicte, Sarah, Théophane, Jacques-Aurélien, Régis et Mathieu qui travaillaient, alors Régis qui était quand même le responsable de Libellude et Mathieu aujourd'hui qui en est un des successeurs, qui nous ont donné des conseils par rapport aux dessinateurs, qui nous ont conseillé aussi pour la fabrication du jeu. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec les questions, mais ça c'est un point important pour la réussite d'un projet. Olivier Fanière, le dessinateur. Et puis, bien sûr, tous ces supports, ces jeux ne peuvent tenir, n'ont de valeur, n'ont d'intérêt que si d'autres personnes s'intéressent au jeu et à la pédagogie. Donc, merci aussi à vous qui vous intéressez à ces questions. Voilà. Donc, je viens de terminer ma présentation et je pense qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour des questions. Donc, je pense que Antoine va pouvoir reprendre la main pour le micro. Oui, tout à fait. Merci Stéphane pour cette présentation passionnante autour eh bien, de Philo Défi. Alors, il n'y a pas de questions sur Twitch. Il y a des personnes qui ont dit pas de questions, mais c'était hyper intéressant. Alors, peut-être dans Zoom, si vous avez des remarques. En tout cas, on s'est posé la question, enfin, on s'est fait la remarque que les cartes ressemblaient beaucoup à celles d'un autre jeu de société de cartes qui existe, qui s'appelle Oui. Dixit. Je pense que Oui. tu dois connaître. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est une volonté du dessinateur? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, peut-être? Eh bien, exactement. Donc, ça montre que vous connaissez ce jeu qui est un grand classique. Régis Denessé, qui est de Poitiers, hein, qui a créé Dixit à Poitiers. Donc, je suis de Poitiers. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des collaborations qui ont eu lieu et mes deux frères connaissaient un peu Régis aussi. Donc, c'est Régis qui nous a conseillé Olivier Fanière comme dessinateur. Et c'est vrai qu'on a dit à Olivier, bon, le format Dixit fonctionne bien. Donc, on va s'appuyer sur ce qui existe et qui fonctionne, hein. Là, faut pas, on voulait une prise de risque tout à fait raisonnable. Et puis qu'au niveau de l'univers, du dessin, qu'on s'inspire aussi de Dixit, qui est une réussite mondiale. Enfin, là, je pense qu'on ne peut que rendre hommage au travail qu'ils ont fait. Donc oui, format, l'esprit, le dessin, on s'est vraiment inspiré de la réussite de Dixit. D'accord. Mais Et là, Olivier Fanière n'a pas dessiné pour Dixit, en revanche. ah, voilà, Voilà. c'est ce que j'allais demander justement parce que c'est vrai qu'on retrouve pas mal de cartes. Alors, en attendant peut-être d'autres questions, il y a Pascal Bressé qui fait on peut revenir en philo. Ça donne envie, hein. Ça donne envie peut-être de refaire de la philosophie. Et comme tu l'as dit, Stéphane, tu nous as fait visualiser la carte en fait. C'est-à-dire que tu avais présenté la carte de Descartes et après tu nous as dit rappelez-vous. Et c'est vrai que moi je m'en suis rappelé. Je sais pas ce qu'il en est pour les autres personnes ici, mais je m'en suis rappelé comme quoi le visuel, eh bien, marque beaucoup et toute l'histoire, ce qu'on appelle le narrative design dans le jeu, hein, finalement, Exactement. ça a marché parce qu'on se raconte une histoire avec cette carte, hein. C'est un peu ça l'objectif, je crois. C'est ça, exactement. Et alors moi j'ai vu le format, le support carte physique parce que tu en as fait une boîte de jeu, hein, c'est ça, hein? Je sais pas si Oui, tu en as une, si tu en as une là, mais les autres cartes n'ont pas le même design, c'est-à-dire que le contour de la carte, si je me souviens bien, est différent d'un philosophe à l'autre, non? Il y a des petits, exactement. voilà. Et Pour, pourquoi justement? alors, les contours sont différents. Par exemple,
Alors, oui, tant que je trouve la carte de Socrate, ça me prendrait un peu de temps sur l'ordinateur parce que je sais. Enfin, bon, bref. Par exemple, pour Socrate, on va avoir le tour qui va être bleu, bleu clair, avec des colonnes de temple pour rappeler qu'on est dans l'Antiquité. Et on a même ajouté avec Olivier des petits coquillages ou autres pour rappeler que Athènes, la Grèce, on est quand même au bord de la mer avec la Méditerranée. Donc l'idée, c'est vraiment que les personnes qui vont visualiser la carte se disent, ah oui, c'est aussi un contexte, un cadre, et le cadre nous inscrit dans une chronologie. D'accord, donc c'est vrai que c'est ça qui m'avait aussi marqué quand j'avais vu le jeu. Et est-ce qu'on peut avoir un retour au niveau des étudiants? Parce que Myriam se demande justement, peut-être une vidéo, ça aurait été plutôt sympathique de voir comment ça fonctionne, mais tu fais cours avec ces cartes, Oui. avec tes étudiants et concrètement, comment ils accueillent, parce qu'on se doute pas de jouer à un jeu de cartes en philosophie, en tout cas de prime abord. Exactement. Alors, les élèves, enfin, ils aiment beaucoup jouer au jeu. Alors, je préviens tout de suite les enseignants qui ont envie de tenter l'expérience. Il faut faire preuve d'humilité et accepter que les élèves parlent et qu'il y ait un peu de bruit. Donc, il faut que les collègues qui sont dans la classe attenante se doutent que, tiens, dans la classe, là, on va jouer avec un jeu philosophique. Les élèves vont parler et quand vous avez 30 élèves qui parlent, qui discutent entre eux, ça fait un peu de bruit. Bon, premier élément. Mais ils adorent ça. Et le jeu, par exemple, de questions-réponses que je vous ai fait un peu en accéléré autour de Descartes, c'est à partir de deux cartes, une carte question, une carte réponse. Ça, les élèves de collège, les élèves de CM1, CM2, ils jouent sans avoir fait de philosophie préalablement. Vous voyez, souvenez-vous la question. Où est Descartes dans la carte? Sur quoi est-il monté? Qu'est-ce que ça nous dit sur rapport avec la nature? Pas besoin d'être en terminale littéraire pour répondre à cette question. Donc, on peut vite se mettre dans le bain avec un jeu. Alors, moi, j'aime bien quand les élèves sont par groupe de 3, par exemple. Donc, on va commencer avec des cartes, questions-réponses. Une fois qu'ils les ont faites, ben, ils vont mettre les cartes notions autour, ils vont faire la galaxie philosophique. Et puis après, ils vont faire un autre philosophe. Ils vont faire par exemple Freud. Et une fois qu'ils ont fait Freud, questions-réponses, galaxie philosophique, eh bien, ils font le jeu de la cartésienne. Ils mettent Freud et les cartes devant eux, ils mélangent les quatre notions et puis ils les mettent au bon endroit. Et là, ils se rendent compte qu'il n'y a pratiquement pas d'erreur. À 80%, ils mettent les cartes au bon endroit. Alors que là, je parle d'élèves qui n'ont pas fait de philo jusqu'à maintenant. Et puis, on peut enchaîner par exemple le jeu question pour un champion. Après, quand on voudrait aller plus loin sur les trois modes de jeu qui suivront, là, il faut quand même que les élèves aient un peu brassé l'ensemble des cartes. Donc, le jeu dont je vous ai parlé, la création philosophique, c'est bien d'y jouer lorsqu'on est, par exemple, en fin d'année de terminale, parce qu'on a quand même vu l'ensemble des philosophes et des notions. Donc là, on aura quand même une certaine aisance pour brasser les cartes et dire, tiens, si j'étais à la place de tel philosophe, voilà comment je pourrais répondre à la question. Je ne sais pas si je me suis un peu éloigné de ta question de départ, Antoine. Si je pense, c'était celle de Myriam, hein, avant tout. Et elle se pose la question aussi, est-ce qu'il y a besoin de prérequis? Est-ce que quelqu'un qui est néophyte en philosophie peut jouer au jeu ou il faut quand même avoir un certain background? Non. Alors c'est là c'est l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut commencer à y jouer sans avoir de background philosophique, sans avoir de connaissances de base. Souvenez-vous, des enfants de CM1, CM2 de collège peuvent jouer au jeu de questions-réponses. Ils peuvent même jouer aux ateliers philo avec les questions posées sur des cartes. Que pensez-vous du rapport à la nature de Descartes? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Bon. Après, plus on va vouloir aller loin vers l'argumentation, plus il va falloir maîtriser les quatre notions. Il y en a 7 par auteur, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, il faudra les lire, comprendre, tiens, l'animal-machine chez Descartes, qu'est-ce que ça implique, qu'il y a une sorte de déterminisme, que c'est la science qui permet de tout expliquer, bon, etc. Mais au départ, on peut entrer dans le jeu sans avoir des prérequis philosophiques. Et ça, c'est vraiment très précieux. On y entre vraiment en jouant, en s'amusant. Et puis, progressivement, de façon indolore, hein, parce que là, ça ne se rend pas forcément compte, on apprend, on stratifie. Vous avez vu les règles du jeu. Il y a vraiment un phénomène et un podium, il y a vraiment des strates. Parfois, on parle de millefeuille administratif. Bon, moi, ce n'est pas un millefeuille administratif, c'est un millefeuille ou un trois feuilles ludique. Et les couches doivent se superposer pour qu'on arrive au stade ultime, au jeu numéro 9. Il faut être passé par au moins un jeu 1, 2, 3, 4, 7, 8. Voilà, pour simplifier. Donc, c'est vraiment une progression et vous pouvez commencer sans prérequis philosophique. C'est au contraire tout le plaisir qu'on peut avoir avec ce jeu. Et beaucoup de parents, par exemple, de jeunes parents, achètent le jeu parce que je leur explique que ben, s'ils y jouent maintenant avec leurs enfants qui sont en CM1, CM2 ou au collège, hein, jusqu'en 4e, 3e, ben, les jeunes vont se familiariser avec l'univers des philosophes, ils vont voir la cohérence, les dessins. En plein des cartes, ils ont retenu des cartes, le miroir, sur le cheval, la machine. Bon, et puis, la strate suivante, de rentrer dans le détail de qu'est-ce que l'animal machine, de la méthode, il sera toujours temps de le voir en terminale, mais au moins les choses seront posées. Le cadre est posé, et après, si vous voulez, on remplira les cases avec du contenu,
mais ça vient plus tard. D'accord, je pense qu'effectivement ça permet de confirmer la question de Myriam, parce que tu avais déjà un peu répondu et c'est vrai que tu as abordé les parents, c'est vrai que c'est aussi un très bon élément, qui suivent, un peu ce jeu, donc ils en pensent plutôt du bien, j'imagine, tu l'as un peu dit, hein, vis-à-vis Oui, de ça? OK. oui, il y a une vraie demande des parents. Heu, Lorsque les en d'autant plus lorsque les enfants sont un peu en difficulté, les enfants qui vont avoir du difficulté pour la motivation scolaire, qui vont être dyslexiques, dyspraxiques ou autres, et on a quand même de plus en plus, et c'est très bien que ces enfants soient accueillis dans le système scolaire, mais il leur faut des outils qui soient adaptés. Et donc là, vous voyez, on est dans un jeu où le stress disparaît, enfin normalement. La plupart des jeux, je pense que je l'ai dit, sont collaboratifs. Le seul jeu compétitif, c'est mes élèves de terminale S il y a 3-4 ans qui m'ont dit: «Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un jeu où on gagne, on perd par rapport au nombre de cartes?» Bon, on dit: «OK, on va en mettre un, mais je voulais pas gagner plus». Parce que le but, c'est qu'on ait envie. Et donc, des élèves qui manquent un peu de confiance en eux, qui ne sont pas les têtes de classe, vont pouvoir jouer. Il n'y aura pas, si vous voulez, comme dans certains jeux, le joueur alpha qui remporte tout, et puis d'autres qui ne prendront même plus la parole parce qu'ils savent qu'à chaque coup, ils perdent. Donc, le jeu est conçu pour qu'on puisse jouer en bonne entente et que même ceux qui sont un peu en difficulté vont pouvoir y aller, et que des élèves pour lesquels tout est visuel, eh bien, puissent en sortir. J'ai des témoignages d'une élève grande dyslexique, qui est en école d'infirmière. Elle avait un travail à rendre sur la conscience et l'inconscient. Alors, vraiment, elle n'avait pas retenu ses cours, elle n'y arrivait plus, mais elle se souvenait de la carte de Descartes qu'elle avait vue en terminale. Et elle m'a dit, bah, pardon, de Freud, par rapport à la conscience et l'inconscient. Et à partir de la carte de Freud, elle a retrouvé la notion de, tiens, l'enfant, le complexe d'Oedipe, il y a quelque chose sous le chapeau, il y a l'inconscient, il y avait le surmoi. Elle a reconstruit parce que c'était une élève pour laquelle c'était vraiment l'outil adapté. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le livre, enfin, moi je suis une génération où on a beaucoup fréquenté les livres, et encore beaucoup, mais pour nos jeunes élèves, ce n'est plus l'outil primordial ou essentiel. Et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que d'autres supports, des cartes, des applications, trouvent leur place aujourd'hui dans la pédagogie. Et oui, c'est vrai que, c'est un nouveau format, enfin un nouveau format, en tout cas pour les générations, actuelles. Et toi, en tant qu'enseignant justement, est-ce que, l'acquisition pédagogique des connaissances, ça te va, pour être tout à fait franc, ça te va vis-à-vis du jeu? Ou, c'est que du saupoudrage? Ou vraiment avec le jeu de cartes Philo-Défi, eh bien on a des bonnes bases et d'un point de vue pédagogique, c'est correct? Alors, les élèves vont avoir de bonnes bases, ils vont avoir l'essentiel. Mmh. Mais on est bien d'accord, si c'est pour préparer le bac philo, Oui. c'est quand même bien qu'ils aient eu un prof de philo, du moins un cours un peu plus étoffé, parce que des cartes en 7 notions avec les cartes que vous avez vues, alors c'est format carte Dixit, donc il y a du texte, mais c'est pas non plus des développements extraordinaires. On est sur l'essentiel, sur les fondamentaux. Après, ce sera bien pour les terminales d'avoir un professeur, un cours, et surtout, il va y avoir cette synergie entre l'élève qui travaille par lui-même avec un support qui lui convient, le cours que donne le prof, il va pouvoir faire des recoupements, il va pouvoir interroger le prof, lui montrer ses cartes en disant, et puis même jouer en classe. Donc, c'est vraiment la multiplication des outils qui fait que ça marche. Donc, moi, je n'utilise pas que Philosophie, loin de là. J'utilise un cours classique, j'utilise des textes, mais je m'appuie aussi sur cet outil-là. Mais il faut vraiment de la complémentarité. Ce serait une erreur que de n'utiliser qu'un jeu de cartes, que ce soit celui-ci ou un autre, en disant ça fera l'affaire. Non, pour préparer le bac philo ou avoir une culture philosophique qui sont un peu plus étoffée, bon, bah, il y a d'autres manuels qui existeront. Mais je peux déjà vous dire que certains élèves qui préparent le CAPES ne maîtrisent pas forcément toutes les cartes du jeu philo-défi. Donc voilà, quand on parle de méthode cartésienne, qu'on va être pointu, bah, c'est bien de lire le texte de René Descartes sur les méthodes cartésiennes. Mais là, avec les cartes notions, vous avez déjà les grandes lignes qui, en général, si tous les élèves terminales les avaient en tête pour le bac, nous, en tant qu'enseignants, on serait très satisfaits. Oui, et puis on l'a dit ce matin, c'est que le jeu est un des supports de l'enseignant, il n'est pas exclusif. Tu ne fais pas, voilà, 40 heures de philo-défi dans le semestre ou plus, hein. C'est une petite partie, enfin c'est une partie des cours que tu donnes, hein. C'est bien ça, hein? Exactement. C'est que Ok. si l'essentiel des cours devenait un jeu de cartes, je pense que les élèves seraient demandeurs d'un cours classique. On a D'accord, oui. besoin, voilà, on a besoin de diversité. Donc, moi, le rapport, si vous voulez, c'est peut-être en toute honnêteté, 80% de cours, enfin, un peu classiques. Donc, parfois, c'est des photocopies, parfois, ils prennent des notes, parfois des textes à trous. Enfin, je varie. Et puis, il y a des moments où on fait une sorte de synthèse. Hop, la carte sur le défi à colorier. Après, on prend les cartes, on va les brasser, on va faire un petit défi, etc. Donc, il faut trouver le bon mélange pour en même temps surprendre les élèves. Mm. Mais il faut les deux. Moi, je fais vraiment les deux, et 80-20 en termes de pourcentage.
D'accord. Alors c'est vrai que là, ça réagit un peu dans le chat Zoom. Il y a Olivier qui fait une analogie en fait au militaire. Ah, je t'ai perdu, Antoine. Ah, donc, c'est Antoine qu'on a perdu? Que Antoine? Oui, Alors, je crois. là, je Bon, t'entends bien, Philippe. merci. J'ai perdu Antoine, oui. Bon, donc Olivier, effectivement, fait une analogie avec l'armée. Alors, en tant qu'ancien militaire, moi, je n'ai pas connu ces cartes, mais peut-être que le général Douin pourrait nous en dire un petit peu plus. Sinon, il y a aussi Meriem qui nous pose une question. Y a-t-il un livret pédagogique élaboré pour articuler les supports? Alors, sur le site philodéfi.fr, il y a toute une dimension pédagogique, donc avec des textes que j'ai écrits pour expliquer. Donc, vous pouvez aller sur le site et vous avez espace pédagogique, vous aurez tout cela. Il y a même j'explique comment j'utilise le jeu dans des séances ateliers philo avec les enfants, comment j'utilise avec mes élèves de terminale. J'ai aussi alors j'ai pas utilisé avec les séries technologiques parce que je les avais plus lorsque j'ai développé le jeu, mais tout cela apparaît dans l'espace pédagogique sur le site. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment passionnant hein, ce que vous venez d'aborder. Hein, c'est vraiment l'idée de notre colloque, c'est que les temps forts nous ouvrent sur des dimensions originales. Et donc, il y en a trois durant ce séminaire. Hein. C'était Thierry ce matin avec l'association et puis vous autour de la philosophie. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.